Merci beaucoup, merci donc aux organisateurs. Alors le point de départ de notre intervention ici va être de croiser nos deux pratiques de référente égalité et de chargé de mission parité, des pratiques qui sont à la fois proches et différentes. Alors proches puisque nous intervenons toutes les deux sur le même territoire, donc Évry, on a 1 kilomètre d'écart. Proches puisqu'on a aussi le même objectif, c'est promouvoir l'égalité femmes-hommes à travers nos 3 publics, les étudiants, les étudiantes, enseignantes-chercheuses, enseignants-chercheurs et personnel administratif. Néanmoins, des pratiques aussi différentes, puisque nous avons 2 contextes spécifiques. D'un côté, une grande école, de l'autre côté, une université publique. Comment nos missions et nos actions sont-elles définies par ce contexte particulier ? En quoi notre objectif commun est-il travaillé par ces questions de contexte, en dépit de notre proximité géographique ? Donc pour ce faire, on va avoir un exposé en 2 parties. Donc une première partie qui va revenir sur le contexte plutôt macro, c'est-à-dire dans quel cadre juridique, législatif, et puis on va voir un peu plus précisément les chartes, dans quel cadre exerçons-nous nos 2 missions. Et la deuxième partie sera plutôt micro, c'est-à-dire une analyse de nos missions, donc comment nous sommes arrivés là et ce que nous faisons toutes les deux. Donc je vais brièvement parler rappeler le contexte législatif autour de la nomination donc, des chargés de mission égalité dans l'enseignement supérieur française. Donc comme je pense beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà bien au courant du fait que pour l'Union européenne, l'égalité femmes-hommes est une priorité, que les 3 traités ont bien promu donc l'égalité entre les hommes et les femmes, et ensuite une dizaine de directives aussi ont renforcé ce principe. On peut dire que dans ce contexte de renforcement législatif, avec aussi le passage en Europe à une économie de la connaissance et de la culture qui requiert quand même des ressources humaines importantes, l'intérêt d'agir sur la surreprésentation des femmes dans la recherche et l'enseignement supérieur en Europe s'est accru. On observe dans tous les pays de l'Europe, comme c'était dit ce matin, une ségrégation horizontale et verticale dans l'enseignement supérieur, aussi bien donc chez les étudiants, étudiantes, chez les personnels enseignants et administratifs. Et on constate aussi que les différents pays de l'Europe ont répondu de manière différente à ce défi. Bon, quant à la France, certaines choses sont apparues quand on regarde sur les 20 dernières, 30 dernières années. D'abord, le faible développement, comme c'était apparu donc, juste sur les 2 dernières présentations, le faible développement des travaux sur le genre et l'absence, quelque part, de l'expertise dans le domaine dans les années 90, et on peut dire les effets de la crise dans les années 2000, ainsi que, moi je dirais aussi quelque chose qui, en tant qu'étrangère, le paysage de l'éducation supérieure française qui se caractérise par une grande diversité des institutions et des programmes qui rend difficile certains changements. Donc je pense que ça ralentit quelque part les avancées en France. Néanmoins, on constate que dans les années 2000, donc on a une avalanche presque de lois, de législation, de soft law exactement, qui viennent appuyer cette question. Alors, vous connaissez tous les lois qui sont passées entre 2001 et 2014, donc entre la loi Génisson et la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, donc de août 2014. Et ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est le soft law, donc les chartes, les labels diversité ou égalité, qui ont contribué à consolider la démarche vers l'égalité dans l'enseignement supérieur. Il est important aussi de mentionner le foisonnement des associations, des groupes de recherche, des événements qui avaient pour objectif de soutenir ces avancées.
En ce qui nous concerne donc plus particulièrement, on pourrait particulièrement pointer donc la signature des chartes égalité femmes-hommes par la CPU, la CGE et la CDFI, donc la CPU pour les universités et la CGE et la CDFI, donc les conférences des grandes écoles et la conférence des présidents des les CDFI, des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, donc qui étaient déclencheurs d'un mouvement et de nos actions, entre autres. Donc cette charte, signée le 29 janvier 2013, comporte donc 5 signataires. C'est une charte en 3 parties. Donc la première partie est commune aux 5 signataires, donc est commune aux 3 conférences, conférence des présidents d'université, conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et conférence des grandes écoles. Donc dans cette première partie, vous avez un petit extrait. Les conférences invitent chaque établissement, premièrement à nommer un ou une référente, à utiliser des outils de communication non sexistes, à faire et diffuser un état des lieux statistique sexué, organiser des actions de sensibilité à l'égalité et, je vais un peu vite, à prévenir toute forme de violence et de harcèlement. En outre, à la fin de cette première partie de la charte, est signalé que les modalités d'application, donc le comment de tout ça, les modalités d'application de ces engagements sont proposées dans les chartes jointes que les établissements sont invités à s'approprier et à mettre en œuvre. Donc le premier constat quand on lit la première partie de la charte, c'est la répétition des mots inviter, proposer, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une incitation, donc dans du soft law, ce qui va entretenir parfois une forme d'ambiguïté. Par exemple, dans les universités, cette charte est parfois ratifiée officiellement, débattue en conseil d'administration, parfois pas du tout. Donc dans le cadre d'Evry, par exemple, m'a été répondu que bon, ce n'est pas la peine de faire un débat qui peut être un peu compliqué, puisque c'est une charte signée par le ministère, on va l'appliquer. Donc on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu flou comme ça. Pour la CGE, par contre, sur 218 établissements membres, 111 établissements à ce jour ont signé et renvoyé leur lettre d'adhésion à la charte partie CGE. Puisque, une fois qu'on met de côté la première partie de la charte, donc la partie commune, on a ensuite 2 chartes. Donc une charte qui s'applique et qui est signée par la CGE uniquement, et une charte qui est signée par la CPU, la CDFI. Donc il y a un certain nombre de points communs, comme on vient de le voir, mais on a surtout des différences. Alors je voudrais insister sur 3 familles de différences entre les 2 chartes. Donc chacune de ces 2 chartes fait 3 pages. Et la première grande différence, c'est le poids de la formation. Donc dans la charte CGE, on a un tiers de la charte qui est consacré à la formation et qui propose explicitement 2 actions obligatoires, 2 actions optionnelles. Donc 2 actions obligatoires. La première action obligatoire, c'est, je cite, une action pédagogique dédiée significative. Alors significative, évidemment, je ne sais pas trop ce que c'est, mais une action pédagogique dédiée significative pour les étudiants. Si c'est sous forme de conférence, il faut l'ouvrir au personnel des écoles. Deuxième action obligatoire, les rapports de stage qui devront dorénavant comporter une, je cite, observation personnelle sur cette question. Donc on a vraiment 2 actions très spécifiques, même si c'est vrai que l'action significative, elle est un peu floue, et même si l'observation personnelle, on ne sait pas trop si c'est une page, si c'est 10 pages, si c'est une évaluation à part. Bon. Mais il y a quand même 2 choses spécifiques. On a 2 actions optionnelles qui sont aussi prévues dans la charte CGE. Donc première action, c'est un cours sur le genre, donc de 10 à 30 heures. Et deuxième action, c'est des actions de coaching, notamment pour sensibiliser les filles à la vie en entreprise. Du côté de la charte CPU-CDFI, on a la moitié, par rapport à cette page, on a la moitié d'actions, donc on a beaucoup moins d'actions formation, et qui sont vraiment beaucoup plus larges. On va mener des actions de sensibilisation du côté des étudiants. Du côté de la recherche, par contre, la recherche est totalement absente de la charte CGE. On n'évoque pas du tout la recherche sur le genre. Alors évidemment, il y a une première cause historique, c'est-à-dire que les grandes écoles ont longtemps formé l'élite, entre guillemets, et on peut investir du côté de la recherche au début, du moins, et c'est encore plus vrai dans la recherche sur le genre qui est plutôt menée en sciences humaines et sociales, recherche sciences humaines et sociales qui est moins présente dans les
grandes écoles qu'ailleurs, si je puis dire. Donc par contre, le volet recherche est présent dans la charte CPU-CDFI puisqu'on y demande de, je cite, promouvoir les études de genre. Point. Enfin, dernière différence, l'administratif. Là aussi, la CGE ne cite pas du tout les documents administratifs. Donc on cite le fait qu'il faut avoir des documents de communication qui soient non sexistes, non stéréotypés, mais on ne cite pas du tout les documents administratifs qui sont, par contre, pour la CPU, très explicites puisque dorénavant, les documents administratifs feront figurer le féminin et le masculin, ou par défaut des formes épicènes, et ne comporteront pas de formulation discriminante pour l'un ou l'autre sexe. Cependant, on peut noter que la charte a été adoptée en janvier 2013. Depuis, la loi ESR de juillet 2013 a obligé les universités à revoir leur statut, à modifier les statuts. Et par exemple, donc, Université d'Evry, nous avons changé complètement nos statuts. J'ai demandé à ce qu'on applique la charte, qu'on fasse des formules épicènes. On m'a répondu que c'était quand même compliqué et que par conséquent, on préférait faire quelque chose qui allait convenir à tout le monde, qui était de mettre une phrase tout en haut, une phrase liminaire qui dit, je cite, « Les fonctions présentées au sein des statuts de l'université sont décrites au masculin, mais sont entendues comme pouvant être indifféremment exercées par une femme comme par un homme. » Alors, pas de souci, j'ai pris cette phrase, j'ai renvoyé mes statuts en mettant partout présidente et directrice, et j'ai dit, puisque de toute façon les fonctions pouvaient être indifféremment exercées par une femme comme par un homme, autant mettre directement les fonctions au féminin. Pour la petite histoire, ma proposition a été votée en conseil d'administration et j'ai eu une voix pour. Mais quand même parce que il se trouve que dans de nombreux endroits, on n'a même pas mis cette phrase liminaire. Par exemple, dans le cadre de la commune et de la création de l'université Paris-Saclay, dans laquelle Evry va bientôt rentrer, décret du 29 décembre 2014, signé par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, signé par la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Et bien donc dans ces statuts de l'université Paris-Saclay, on lit que l'université Paris-Saclay est dirigée par le président, assisté d'un vice-président. J'ai demandé à ce qu'on mette la fameuse phrase liminaire, on ne m'a même pas répondu. Bon, petit constat assez rapide, on voit que cette charte, ces deux chartes en une finalement, sont assez proches dans l'esprit, mais comportent déjà un certain nombre de différences. Ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est comment ces deux chartes, sur le terrain, vont aussi provoquer des différences. Donc, je vais donc brièvement présenter le contexte dans lequel je travaille. Donc, je travaille, comme je l'ai dit, dans une grande école. En fait, il y a deux grandes écoles sur le campus d'Evry, Télécom École de Management et Télécom Sud Paris, donc école d'ingénieurs. Il y a 2 ans, les écoles des mines et les écoles des télécoms ont fusionné. Donc, aujourd'hui, nous faisons partie de ce qu'on appelle l'Institut Mines Télécom, donc 16 écoles, grandes écoles en réseau sur le territoire français. Notre école, le campus, a été fondé en 1979, donc comme l'université d'Evry, donc assez récente. Les deux écoles sont des écoles publiques, donc pour l'école d'ingénieurs, ce qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais quand même pour l'école de commerce, c'est une des 3 écoles publiques de commerce sur la France. Et il compte environ 2250 étudiants, 200 enseignants-chercheurs et environ 120 personnels administratifs, techniques et logistiques. Donc l'université d'Evry, c'est un établissement donc pluridisciplinaire hors santé, c'est le PHS, créé en 1991, donc c'est une université nouvelle. Donc autour de 10 000 étudiants à peu près par an, 595 enseignants-chercheurs et 427 personnels BIATS. Je continue. Donc en fait, à l'université d'Evry, on est en 50-50 parfait. Alors, parfait en apparence, bien sûr. On a 50% d'étudiants, 50% d'étudiantes, 50% d'hommes parmi les personnels, tout confondu, 50% de femmes. Simplement, évidemment, comme partout ailleurs, ce 50-50 cache des disparités flagrantes.
Alors, première remarque, du côté des personnels, ce 50-50, c'est en fait 2/3 des enseignants qui sont des hommes et 2/3 des personnels administratifs qui sont des femmes. Donc ça, c'est à peu près partout. Petite spécificité néanmoins, à Évry, on a un peu plus de femmes que la moyenne nationale parmi les personnels. Parmi les enseignants-chercheurs, on a un tout petit peu moins de femmes. Mais là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là aussi on a des disparités en fonction des disciplines, puisque par exemple, dans l'UFR Sciences fondamentales appliquées, on a 2 fois plus de femmes professeurs que la moyenne nationale, section CNU, 38%, et par contre dans l'UFR Sciences humaines et sociales, donc SHS, on a le record de 0 femmes professeurs sur 16, donc 0%, au lieu de 40%. Du côté des étudiants étudiantes, là aussi 50-50, qui ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce que premièrement, on constate qu'on a moins de femmes que la moyenne nationale. Donc ce 50-50, en fait, globalement, c'est plutôt 57 ailleurs, voire dans les universités équivalentes, 53. Donc on a moins de femmes que la moyenne nationale. Comme partout ailleurs, on a des grandes disparités, c'est-à-dire que les femmes sont en lettres et les hommes sont en sciences fondamentales et techniques. On a par exemple des choses un peu particulières en sociologie, on a 78% de filles du début jusqu'à la fin dans le département, alors que la moyenne nationale c'est uniquement 66%, donc on a vraiment beaucoup plus de filles en sociologie en tant qu'étudiants, et par contre filière STAPS c'est l'inverse, c'est 78% de garçons, alors que la moyenne nationale c'est 70%. Rapidement sur nos étudiants de manière globale, on a des étudiants un petit peu particuliers à Évry, des étudiants qui sont plus locaux que la moyenne nationale, c'est-à-dire qu'un étudiant sur 2 a eu son bac dans le département de l'Essonne. Donc ils ont leur bac dans l'Essonne et ils viennent faire ensuite leurs études à proximité. Les étudiants sont paradoxalement beaucoup moins boursiers que la moyenne nationale, mais beaucoup plus travailleurs et sont issus essentiellement des catégories socioprofessionnelles, ouvriers et employés. Et dernière petite remarque sur les étudiants et étudiantes, les étudiantes sont beaucoup plus boursières que les hommes. À Évry, c'est particulièrement marquant. Donc, en ce qui concerne le campus TEM-TSP, il y a, parmi les étudiants, donc il y a 35% d'étudiantes et 65% d'étudiants. Mais donc il faut regarder du côté des 2 écoles. Alors au niveau de l'école de management, il y a 40% de femmes pour 50% d'hommes. Et pour l'école d'ingénieurs, nous sommes à 22% de filles et 78% d'hommes. Pour l'ensemble des écoles des ingénieurs, on tourne environ vers entre 20 et 25% de filles dans les écoles, surtout dans les instituts mines télécom. Je pense que pour les écoles de commerce, normalement, c'est parité, c'est 50%, 50%, mais le fait que le campus d'Évry est plus particulièrement investi dans les formations sur les systèmes d'information et les télécommunications, même pour l'école de management, parce que bon, il y en a plusieurs majeurs dans les domaines comme audit, conseil, en système d'information, etc. On a moins de filles que la moyenne nationale dans les écoles de commerce. Et donc, bon, d'après les recherches sur genre et éthique, on conclut que la raison pourquoi on a moins que la moyenne nationale dans l'école de commerce est probablement due aux majeurs qui sont offerts dans notre école. Quant au personnel, donc j'ai pris les statistiques pour l'ensemble des écoles mines télécom parce que bon, c'est plus parlant. Donc le taux de féminisation du personnel permanent de l'Institut, c'est il y a 44% de femmes pour 56% d'hommes, donc tout personnel confondu. Et donc
Mais on constate plus que l'on progresse dans la hiérarchie des catégories, moins les agents féminins sont présents. La part des femmes passe en effet de 69% en catégorie 3, donc ça sera des positions probablement administratives ou ça peut être logistique, à 22% donc, en catégorie 1 qui représentera des professeurs et donc les postes de direction. Alors, être référente, être chargée de mission, on va revenir rapidement sur nos parcours pour comprendre comment l'une et l'autre nous nous sommes retrouvées référentes et chargées de mission, et ensuite, après ce comment, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, mon parcours rapidement, eh bien, il est un peu bourré d'anomalies en permanence. Donc, première anomalie, au lycée, j'étais très bonne en maths. Mais j'étais aussi passionnée de cinéma, donc à l'issue du lycée, je voulais faire ingénieur du son. Sans le savoir, j'avais choisi un métier qui exerçait à 96% par des hommes. Je ne savais pas encore. À l'issue de cette terminale C, je rentre donc en BTS audiovisuel option exploitation et maintenance des équipements, c'est-à-dire un BTS très technique où nous étions, là j'ai eu un deuxième étonnement quand même, 2 filles, 14 garçons. Troisième étonnement, en stage, je me rends compte que je ne vois pas de filles, du moins beaucoup de filles dans les métiers secrétariat et un peu en montage et très peu de filles dans les métiers techniques. La seule femme que je croise en tant qu'ingénieur du son, c'est dans une grande chaîne de télé et je me rends compte que c'est une femme qui doit en faire 2 fois plus pour être 2 fois moins reconnue. Alors là, ça ne me convient pas du tout et je me dis, c'est pas pour moi, il vaut mieux que j'aille dans un milieu qui est vraiment égalitaire. Allons dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc j'ai mis à peu près une petite dizaine d'années avant de me rendre compte que petite touche par petite touche, c'était peut-être moins visible que dans la grande chaîne de télé dans laquelle j'étais en stage, mais qu'il y avait quand même quelques soucis. Donc les petites touches par petites touches se sont transformées en énervement. Énervement qui s'est transformé petit à petit en charge de mission. Puisque suite à un énième énervement, j'ai voulu aller voir le chargé de mission parité qui en fait était parti en retraite depuis quasiment 1 an et qui n'était pas remplacé. Ça ne gênait personne. Donc il s'occupait du handicap, de la laïcité et de la parité, mais handicap et laïcité, ça avait été facile à remettre. Par contre, parité, manifestement, personne ne voulait le faire. Donc, puisque je passais par là, puisque j'ai râlé, eh bien, je me suis retrouvée, alors je le fais un peu de manière humoristique, mais ça s'est finalement passé comme ça, totalement par hasard. Voilà, tu veux le faire, ben fais-le. Ok. Par contre, de manière plus sérieuse, le côté militant, engagé et l'énervement du début, c'est très bien, parce qu'au début, ça sert, c'est-à-dire que tout de suite, grâce à ça, il y a un avantage, on est nommé. Mais rapidement, ça dessert, c'est-à-dire que très vite, on n'est plus pris au sérieux quand on est tellement à fond, et petit à petit, il va falloir, c'est ce qu'on a mis ici, c'est ce que Tina va aussi vous expliquer, il va falloir chercher une forme de légitimité, alors qui va passer, dans mon cas, par beaucoup d'auto-formation, en particulier aussi dans le cadre de la CPED, donc qui va être largement évoqué dans les sessions suivantes, donc je ne reviendrai pas dessus, mais des sessions où on va pouvoir échanger, s'enrichir mutuellement des autres charges de mission partout en France. Mais vraiment, cet avantage d'engagement va devenir très vite, dans mon cas, difficile. Ok. Et donc, je suis née en Irlande. Et j'ai commencé par des études en psychologie au début des années 70. Je suis donc arrivée en France en 1974, au moment où l'Irlande est devenue membre de ce qui était à l'époque du marché commun, pour trouver du travail. Un des premiers souvenirs, un des souvenirs les plus forts, pour moi, à l'arrivée, c'était la lutte pour le droit à l'avortement et surtout le débat de la société française autour de la loi Veil. Parce que en partant, je pense, beaucoup de gens sont au courant de l'histoire d'Irlande, et c'était flagrant de partir d'un pays comme l'Irlande dans les années 70 et arriver en France où il y avait quand même un débat public sur un thème qui en Irlande était même pas dans un lointain paysage, voilà, et encore aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai fait ma vie en France.
En 2006, je travaillais donc, déjà dans le département langue et sciences humaines de Télécom Sud Paris. Et suite à une collaboration avec un collègue en système d'information sur la traduction d'un texte sur l'entrepreneuriat au féminin, j'ai rejoint un projet de recherche qui s'appelait à l'époque Sexties. Ce projet s'inscrivait au croisement des gender studies et des cultural studies. Isabelle Collet, qui est actuellement donc, à l'Université de Genève, était venue travailler avec nous pendant 9 mois en tant que postdoc en 2008-2009. Et c'était pour moi une occasion. J'ai assisté à ces cours féminin, masculin, quel genre d'histoire. Et donc, c'était mon introduction aux études sur le genre. Ensuite, donc, comme Réjeanne, j'ai continué mon auto-formation avec ce groupe. Il y avait 4 personnes, donc des lectures, des conférences sur Paris, un participant aux travaux de recherche du groupe, etc. En 2010, j'ai pu proposer un cours en anglais s'intitulé Gender in Society, New Perspectives aux élèves ingénieurs et managers en première année. Ce cours a eu un franc succès et donc je suis à ma 5e année. En 2013, j'ai obtenu le DU conseiller référent en égalité femmes-hommes, donc qui est proposé par les universités de Paris 6 et Paris 3. Et mon objectif était de légitimer ma position en tant que référent à égalité, accroître ma connaissance dans le domaine des études sur le genre et aussi faire une étude qui m'intéressait plus particulièrement sur genre et technique auprès de nos étudiants. Je voudrais juste faire un remarque sur cette formation. C'était important. Le temps que j'ai passé donc, faisait partie du DIF, donc un droit individuel à la formation, mais le travail personnel, j'ai fait le week-end, j'ai fait pendant mes vacances. En plus, les frais de formation qui étaient offerts par l'Institut ne couvraient pas les frais de formation du diplôme, donc j'ai dû compléter la somme accordée donc par mes propres frais. C'est juste pour appuyer, si vous voulez, cette côté de le rôle de militantisme de la personne dans cette responsabilité. Voilà. Alors, comme il nous reste 5 minutes, on va aller très vite sur les conditions d'exercice. Donc, avec ou sans l'aide de mission, avec ou sans moyens, avec ou sans soutien. Il se trouve que dans le cadre d'une charge de mission, nous sommes nommés par le président ou la présidente de nos universités respectives et que, évidemment, la charge de mission étant éminemment politique, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin, on est totalement lié à cette équipe présidentielle, ce qui peut poser aussi un certain nombre de problèmes. Par exemple, dans le cas d'Evry, en 15 mois de mission, j'ai connu 3 présidents. Donc un président, un administrateur provisoire, un président. Ce qui pose évidemment un certain nombre de problèmes sur la continuité de cette mission qui, de fait, je n'aurai pas le temps d'aller en détail, mais demande du long terme, demande un travail permanent qui n'est pas tout à fait compatible avec un statut de chargé de mission, on va dire en CDD, parfois un peu court. L'aide de mission, rapidement, la lettre de mission pour l'université se résumer en 3 mots, analyser, informer, proposer. Donc la lettre de mission que j'ai auto-rédigée avant d'apprendre qu'il en existait des modèles et à la CPED et au ministère. Mais il y a vraiment une forme, en tout cas, d'invention, de bricolage ou d'auto-invention de choses qui existent ailleurs, qui sont une forme de perte de temps, simplement parce qu'il y a une question d'information et on va dire, de difficulté pour faire passer d'une charge de mission à l'autre ces éléments. Et puis sur les moyens rapidement, donc dans le cadre d'Evry, on a choisi totalement par hasard, le président a choisi totalement par hasard la moyenne des moyens accordés en tant que temps de travail, puisque 40 heures de décharge en ce qui me concerne. Donc 40 heures de décharge, ça représente à peu près 24 jours de travail.
Alors 24 jours de travail par an, si vous faites un court calcul, si on compte toutes les réunions, donc à la CPED, au Conseil Général, au Réseau Francilien, au CHSCT, au CA, au CAC, il y a déjà 14 jours de travail. Donc il reste à peine un jour de travail mensuel pour organiser, ne serait-ce que les événements autour de la journée des droits des femmes. Donc c'est une journée, mais plus tout ce qu'il faut autour, et ne serait-ce que simplement le temps de lire quelques articles. Bon, bah, ça y est, on a fini. On ne fait plus rien. Donc clairement, entre le temps réel et le temps offert de décharge, il y a un écart très important, ce qui rejoint le titre de notre communication qui était « Est-ce qu'on est entre un métier, une responsabilité, un hobby ?» ou un petit mélange de tout ça. Donc, quant à la lettre de mission, j'étais référente égalité depuis 2009. En absence de lettre de mission, j'ai commencé avec 2 jours par an dédiés à mes activités. En 2014, je suis arrivée à négocier 5 jours par an. Donc, clairement, les activités en tant que référent, ils étaient confondus dans mes responsabilités ou dans le temps qui était alloué à la recherche. Suite à la signature de la charte, j'étais nommée officiellement référente, et donc il y a 3 jours, j'ai reçu un courrier de la direction des ressources humaines en me proposant une modification de ma fiche de poste avec justement une description de la mission. Alors cette description est basée sur la fiche, la mission qui était décrite par le groupe Égalité Femmes-Hommes de la CGE, et donc dans laquelle je vous présente les 4 grands axes, où on voit quand même que le groupe CGE en appuie fortement sur le côté entreprise, la vie professionnelle des étudiants quant à la mission du référent. C'est-à-dire c'est vraiment l'axe principal qui est appuyé par les grandes écoles.